La flamme au sommet brûlait régulièrement, comme si quelqu'un la soufflait avec sa main, et la neige restait sur les ombres des murs, n'osant pas descendre dans la vallée. Sur la falaise, où la forteresse de pierre dominait les nuages, des femmes vêtues de capes grises apprenaient aux gens à panser leurs blessures, à partager leur pain, à parler sans crier. Elles appelaient cela la simple science de la vie et croyaient qu'elle ne pouvait être détruite, même par le feu. Bonjour à tous ceux qui écoutent. Je vous invite à écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne écoute. Le soir, alors que les portes tenaient encore bon, Maru était considérée comme une femme qui n'avait peur de rien. C'est ce que disaient ceux à qui elle montrait comment faire chauffer de l'eau sur un feu faible, comment sécher des herbes, comment laver un bébé et une personne âgée avec le même soin. Elle venait d'un village du sud où, l'hiver précédent, 2 enfants étaient morts de fièvre, et elle avait décidé de ne plus laisser personne mourir de soif et de peur. On l'appelait « parfaite », même si elle-même disait que ce mot était trop lourd et qu'il suffisait qu'elle ait les mains propres et l'esprit clair. À ses côtés marchait Yasabo, mince comme une vigne, aux doigts agiles. Elle avait appris à écouter la respiration comme si c'était de la musique et pouvait reconnaître à l'odeur quand le grain était avarié. Sa mère était arrivée à la forteresse 1 an auparavant. Elle avait demandé que ses filles reçoivent non seulement du pain, mais aussi des connaissances, car celles-ci n'ont pas de poids et ne peuvent être confisquées ni par l'impôt ni par l'épée. Elle était morte avant le printemps. Yasabo portait un morceau de fil de lin à sa ceinture et disait que c'était son souvenir. En bas, dans la ville et les villages environnants, il y avait un bruit étrange. Des gens vêtus de capes étrangères plantaient des tentes. Ils disaient qu'ils étaient venus pour servir la loi et la foi, que la vérité avait été violée dans la forteresse, qu'il fallait brûler les mauvaises herbes pour que le champ soit pur. Les anciens, sur les remparts, répondaient que les mauvaises herbes ne poussaient pas dans la pierre, mais seulement chez les hommes, et qu'il valait mieux les soigner. Mais leurs paroles se noyaient dans le bruit des tambours et le hennissement des chevaux. Mara établissait le tableau de service. Elle avait décidé à l'avance qu'elle n'attendrait pas la famine. Elle envoya les garçons dans les ravins lointains chercher du genévrier afin que la fumée ne soit pas épaisse, mais régulière, et que la viande se conserve plus longtemps. Elle demanda aux femmes de couper le pain plus finement et de mettre les miettes dans un sac commun. Elle apprenait aux hommes à se panser mutuellement afin de ne pas serrer le nœud sur la zone infectée. On l'écoutait. Même ceux qui murmuraient que les femmes n'avaient pas leur place près du mur venaient la nuit près de son foyer et lui demandaient de leur montrer à nouveau comment tenir le couteau pour couper la partie pourrie sans toucher la partie saine. Ce même mois, alors que la lune était grosse et jaune, un homme à l'accent du Nord est arrivé à la forteresse. Il portait à la ceinture un sac rempli de peau, mais ce sac ne contenait pas de fourrure, mais des outils. Il a dit qu'il savait remettre les os
et faire baisser la fièvre par saignée. Il s'appelait Rémi. Il n'aimait pas parler de lui. Mara remarqua qu'il évitait le regard de ceux qui parlaient de la guerre et qu'il avait une vieille cicatrice sur la main, semblable à un bec d'oiseau. Il proposa son aide et ajouta qu'il ne demandait pas d'argent en échange. Il expliqua qu'une femme de la région lui avait sauvé la vie autrefois et qu'il remboursait maintenant sa dette. Mara acquiesça et dit que les dettes avaient deux maîtres, celui qui doit et celui qui accepte la dette. Si les deux restent honnêtes, personne ne tombe. À partir de ce jour, Rémi travailla dans une petite pièce avec une fenêtre lumineuse. Il apprit à tenir l'aiguille. Il demanda à faire bouillir l'instrument dans de l'eau salée, même si beaucoup disaient que c'était un gaspillage de sel. Yasabo ne discuta pas et apporta l'eau. Rémi écoutait parfois ses pas, comme si ceux-ci pouvaient aussi dire si une personne allait guérir ou non. Dans la cour inférieure, un garçon nommé Béraud apparaissait et disparaissait. On le considérait comme un bon à rien, car il se mettait dans les jambes, apportait des morceaux de bois et essayait de construire quelque chose au bord du puits. Il disait qu'il voulait fabriquer un petit treuil pour puiser l'eau plus rapidement. On le chassait, mais il revenait. Un jour, Mara lui a demandé de lui montrer ce qu'il avait en tête. Il a croisé deux bâtons, les a attachés avec une corde et a montré comment on pouvait tourner pour enrouler la corde. Le résultat n'était pas concluant. La corde glissait, les bâtons grinçaient. Mais Mara ne se moqua pas. Elle apporta une petite planche, demanda à Béraud de faire un autre nœud, et le treuil se mit soudain à fonctionner. L'eau remonta facilement. À partir de ce jour, deux enfants se relayèrent au puits, et Donato, le vieil homme qui toussait tout le temps, dit qu'il lui était désormais plus facile d'attendre. Le soir, quelqu'un murmura que le garçon s'était avéré utile. Le murmure semblait surpris, mais Mara y entendit autre chose. L'habitude de considérer les gens comme superflus. Le siège se prolongeait. Les pluies étaient rares. Les flèches volaient souvent. Une fois, des sacs de farine furent apportés du village voisin, comme s'il s'agissait d'une livraison habituelle. De l'extérieur, tout semblait paisible, mais l'un des sacs portait un sceau inconnu ici. Il représentait une paume sans pouce. Rémi fut le premier à remarquer ce signe. Il dit avoir déjà vu des marques similaires dans le nord, où l'on transportait non pas de la farine, mais des listes de noms. Il demanda de ne pas toucher à ces sacs avant qu'ils aient été vérifiés. Maru s'est méfiée. Elle a demandé à Béraud d'apporter de l'eau propre et à Yasabo de répandre un peu de farine sur la table pour voir s'il y avait de petits paquets à l'intérieur. Dans l'un des sacs, près du fond, ils ont trouvé une fine feuille de parchemin cachée entre les couches de farine. Sur la feuille, il y avait des noms et des annotations. Personne ne se risqua à lire à haute voix. Rémi dit qu'il voyait là le signe de personnes qui ne venaient pas pour soigner. Il dit que quelqu'un en bas avait grand besoin d'une forteresse où les noms seraient prononcés.
C'est ainsi qu'une livraison ordinaire s'est transformée en danger. Mara a dit que c'était comme un morceau de pain pourri dans une miche. En apparence, le pain est entier, mais à l'intérieur, il commence déjà à devenir amer. Ils ont compressé les sacs et n'ont gardé que ceux qui n'étaient pas marqués. Remy a apporté la feuille près du feu et a regardé longtemps l'encre couler. À cette époque, la forteresse tenait grâce à des détails insignifiants. Les femmes séchaient les manches mouillées au-dessus des braises. Les hommes changeaient les bandages. Les enfants apportaient des branches sèches. En bas, on disait que le feu était plus proche qu'il n'y paraissait. Des gens vêtus de capes étrangères chuchotaient autour des feux. Ils cherchaient ceux qui pouvaient parler deux langues, celle des montagnes et celle de la peur. Un jour, à l'aube, un drapeau blanc fut hissé. Un homme est venu à la muraille avec un parchemin. Il a dit que la main qui tenait ce parchemin tenait la loi. Il a dit que si la forteresse livrait ceux qui enseignaient sans autorisation, tous les autres seraient libérés. Il a dit que s'il n'y avait pas de reddition, le feu viendrait. Mara écouta le récit. Elle demanda combien il y avait de catégories de bonnes actions. On lui répondit que pour certains, les bonnes actions se divisaient en utiles et inutiles. Mara dit que les actions utiles n'étaient pas toujours visibles immédiatement. Parfois, c'était l'impossibilité de nommer le nom qui viendrait les chercher. Elle alla voir Rémi. Rémi a dit qu'il savait comment ces conversations pouvaient se terminer. Il a dit qu'un jour, il se tenait debout dans un cercle de fagots enflammés et qu'il avait entendu les gens autour de lui cesser de crier. Il a dit qu'une femme du Sud l'avait alors fait sortir de là et qu'il l'avait cherchée pendant de nombreuses années, mais qu'il ne l'avait jamais retrouvée. Mara écoutait en silence. Cette nuit-là, Béraud disparut. On le chercha dans la cour. On le trouva près de la porte inférieure, où il y avait un passage étroit dans le mur, derrière lequel se trouvait un rocher. À côté, il y avait 3 roulettes en bois et une pelote de corde. Mara comprit qu'il avait fabriqué un nouveau levier. Béraud montra la fente et la corde. Il fit signe de descendre un peu plus bas, là où la falaise disparaissait sous la neige. Rémi examina l'endroit et dit qu'il y avait peut-être un lit de ruisseau qui avait été recouvert par la neige pendant l'hiver. Il dit que si on le dégageait, on obtiendrait une descente étroite. Béraud acquiesça. Mara comprit que le garçon passait beaucoup de temps seul ici. Il essayait de fixer la corde, tentait de comprendre si la pierre tiendrait. On le considérait comme un bon à rien, mais il faisait un travail que les adultes ne remarquaient pas. Pendant que les hommes discutaient pour savoir si c'était de la folie, Yassabo apporta 3 sacs d'herbes séchées, 2 fines rouleaux de parchemin et un petit sac en cuir contenant des cailloux lisses. Elle dit que c'était tout ce qu'il fallait emporter si nécessaire. Elle énuméra des herbes pour apprendre à soigner les maux simples, des feuilles avec de brèves instructions sur la façon de partager le pain en cas de besoin,
des cailloux pour que les enfants n'oublient pas à compter. Elle ajouta que la mémoire était plus facile à transporter lorsqu'elle était accompagnée d'objets. Mara acquiesça. Remy dit que toute descente avait une fin et qu'il fallait décider à l'avance qui partirait. Dans les jours qui suivirent, vers la pleine lune, une femme du campement en contrebas arriva. Elle venait en tant que marchande de sel. Elle portait un sac sur l'épaule et sur sa manche était brodé le même signe, une paume sans pouce, mais avec un fil de la même couleur que le tissu. On pouvait facilement ne pas le remarquer. Elle demanda à voir Mara. On l'a amenée. La femme a dit qu'elle avait entendu parler des Mara de cette région dans sa jeunesse et qu'une d'entre elles avait autrefois recueilli son enfant et l'avait sauvé. Elle a dit que cet enfant avait maintenant grandi et se trouvait en bas avec des étrangers parce qu'on lui disait que c'était nécessaire. Elle dit qu'elle n'était pas venue pour proposer un échange, mais pour rendre une dette. Demain, une troupe capable de lire les traces se tiendrait à la porte. Elle a dit que si l'on faisait descendre des gens, il fallait le faire avant l'aube et ne pas longer le ruisseau, mais marcher au bord, là où la neige est plus fine, car il y a moins de fissures. Elle a dit qu'elle ne demandait pas de récompense, mais seulement de ne pas oublier qu'on l'avait sauvée autrefois. Elle est partie sans laisser son nom. Mara comprit que la dette revenait par des chemins étranges. Elle dit à Remy que les femmes tissaient parfois un réseau invisible aux autres et qu'aujourd'hui, ce réseau avait bougé en direction de la forteresse. Remy répondit que la dette tournait parfois en rond autour de la même pierre. Il ajouta que si ceux qui savaient lire les traces arrivaient le lendemain matin, ils auraient peu de temps. Mara devait décider ce qu'était le trésor de l'enseignement. Certains pensaient qu'il s'agissait d'argent et de coupe. D'autres disaient que c'était des livres et des mots. Mara a dit que le trésor était une façon de vivre pour qu'aucun enfant, dans aucun village, n'ait peur de boire l'eau. Elle a dit que le trésor ne pouvait pas être caché dans un coffre, mais qu'il pouvait être transmis dans la mémoire des gens, si les gens arrivaient jusqu'au bout. Elle a décidé qu'il fallait envoyer Yasabo, car sa mémoire était claire et ses mains solides. Elle a décidé que Barrow l'accompagnerait, car il connaissait le chemin, et que le troisième serait quelqu'un capable de porter lourdement en silence. Remy a dit qu'il irait. Mara a regardé sa cicatrice. Elle a pensé que la boucle était bouclée lorsqu'une personne se rendait là où elle avait autrefois été sauvée par une autre. La nuit, le vent était régulier. La neige crissait. Barrow fixa la corde à un rocher qui semblait solide. Remy vérifia le nœud. Yasabo cacha les feuilles sous ses vêtements, mit les herbes dans un petit sac sur sa poitrine et les cailloux dans sa manche, près de sa paume. Elle a dit que les enfants auraient plus de facilité à mémoriser les chiffres s'ils avaient quelque chose dans les mains. Mara a dit que chaque pas devait être silencieux et que personne ne devait regarder vers le bas trop longtemps. Elle a ajouté que si des traces étaient visibles en bas, il fallait marcher sur les rochers plutôt que dans la neige,
car les traces disparaissaient plus rapidement sur les rochers. Ils ont commencé la descente. Les femmes se tenaient en haut et gardaient le silence. Les hommes respiraient bruyamment, essayant de ne pas déranger. Certains pleuraient. Remy marchait en premier, vérifiant chaque marche avec son pied. Yasabo le suivait, serrant les cailloux entre ses doigts, comme s'il s'agissait non pas de chiffres, mais de son pouls. Barrow marchait derrière, car il se souvenait où la pierre était glissante. Ils s'arrêtèrent plusieurs fois. D'en bas, on entendait des voix rares, semblables à des rafales de vent. À mi-chemin de la descente, un léger craquement se fit entendre. Un morceau de glace se brisa entre deux pierres. Mara, en haut, sentit ses doigts trembler. Mais la corde a tenu bon. Ils ont atteint la corniche, derrière laquelle commençait le sentier le long d'une étroite corniche. Là, la neige était fine, comme l'avait prévenu l'inconnu. Ils avançaient de côté, collés à la roche. Derrière la roche s'ouvrait un vide noir. Quand ils arrivèrent à l'ombre du rocher en contrebas, Rémi leva la main. Il tendit l'oreille. Il dit qu'il entendait de l'eau. Cela signifiait qu'il y avait un ruisseau sous la neige. Il fit signe d'aller là où le bruit était le plus fort. Ils s'y rendirent. Il faisait plus sombre en bas qu'en haut, mais l'air semblait plus doux. Barrow montra une pierre sur laquelle se trouvait une empreinte de sabot. La trace était ancienne, effacée. Cela les rassura. Ils avancèrent encore un peu et entrèrent dans une épicéa. Les ombres les cachaient complètement. À ce moment-là, quelqu'un dans la forteresse remarqua un mouvement en bas. Une petite flamme vacilla, puis s'éteignit. Quelqu'un dit que c'était l'un des feux de camp des étrangers. Quelqu'un d'autre dit que c'était des yeux. Mara répondit que les yeux pouvaient être différents. Elle espérait que ceux qui lisaient les traces regardaient ailleurs ce soir-là. Le matin, on fit de la fumée dans la forteresse pour cacher la cour. On apporta des sacs, on les posa contre le mur, comme si on se préparait à un échange. Les femmes s'affairaient près du puits. Barrow ne les tirait plus par les manches. Mara essayait de mener une journée normale. Même si elle savait qu'aujourd'hui n'était pas un jour normal, elle coupa le pain avec un couteau et les miettes tombèrent dans un sac. Elle mélangea les herbes et une odeur amère emplit la pièce. Elle se dit qu'il fallait parler peu et agir avec précision. Elle fit le tour des malades. Elle s'arrêta auprès d'un jeune guerrier dont la jambe sentait le fer et la pourriture. Rémi avait dit hier que si l'on ne cherchait pas à faire baisser la fièvre, la personne ne survivrait pas. Mais Rémi était déjà parti. Mara se souvint qu'il lui avait montré où chercher la veine. Elle fit ce qu'il lui avait appris. Elle demanda au garçon de tenir le bol. Elle compta les pierres alignées sur l'étagère et en retira une pour que sa mémoire garde le rythme de sa main. La fièvre baissa temporairement. Vers midi, la nouvelle arriva. On avait trouvé des traces en bas. Quelqu'un dit que c'était des traces d'hermine. Quelqu'un répondit qu'un ermite ne transportait pas d'herbe
et de parchemin. On retira la garde du passage éloigné. Vers le soir, des hommes vêtus de capes noires furent amenés sur les remparts. Ils se tenaient debout comme une clôture dans un champ. Ils ne disaient rien. Cela rendit la forteresse encore plus silencieuse. Remi, Yassabo et Béraud ont atteint dans la nuit un vieux ravin où l'on séchait autrefois la pierre pour les fours. Il y était sec et les murs s'élevaient en pente régulière, comme des planches posées à la verticale. Remi a dit qu'on pouvait attendre ici. Il dit que le vent soufflerait de l'est le lendemain matin et que les traces sous la pierre disparaîtraient avant celles sous le sapin. Il alluma un petit feu sans fumée dans un creux du mur. Yassabo sortit les feuilles. Elle en déplia une et passa son doigt sur les lignes. Elle murmura chaque ligne, comme si elle les rangeait dans des cases distinctes de sa mémoire. C'est ainsi qu'elle enseignait aux enfants dans la forteresse. D'abord le doigt, puis le mot, puis l'image. Béraud faisait tourner entre ses mains l'une de ses roues en bois. Il dit qu'il voulait fabriquer dans la forteresse des roues pour une machine qui tirerait les pierres vers le haut, à la place des hommes. Il dit qu'il n'y était pas parvenu. Remi répondit que les échecs étaient comme une pluie légère qui rendait la terre plus molle. Il dit qu'il était plus facile d'arracher une racine d'une terre molle. Béraud s'endormit, la roue dans la paume de sa main. À l'aube, ils entendirent des voix. Rémi posa sa main sur le sol et dit qu'un petit groupe approchait. Il dit que c'étaient ceux qui savaient lire les traces. Il ordonna de ne rien bouger et d'attendre. Mais il ne pouvait pas attendre. Seul un sentier étroit menait vers le bas. Et vers le haut, il n'y avait que le chemin qu'ils avaient emprunté la veille. Rémi dit qu'une fuite frontale était toujours visible. Il dit qu'il fallait se séparer. Yassabo voulut protester, mais il leva la main. Il a dit que leurs traces s'étaient mélangées à celles des animaux depuis la veille, et que s'ils emportaient les feuilles et les herbes une par une, ils auraient plus de chance. Il a ajouté que les pieds des enfants touchaient le sol différemment, et que Béraud ferait mieux de marcher sans charge. Yassabo a pris les parchemins, Béraud n'a rien pris, Remi a pris les herbes. Ils se sont dispersés comme les rayons d'une pierre. Pendant ce temps, dans la forteresse, on discutait de l'échange, dont on avait rappelé l'existence la veille. Un homme aux mains propres et portant une chaîne autour du cou est arrivé. Il a dit que s'il y avait une contrepartie, le feu ne dépasserait pas la hauteur des chevilles. Il a ajouté que sinon, il promettait un feu d'une hauteur que personne ici n'avait jamais vue. Son récit a fait baisser les yeux à beaucoup. Les anciens discutaient à voix basse. Mara écoutait. Elle dit que l'échange permettait toujours de fermer les yeux sur les dettes qui ne figuraient pas sur la liste. Elle dit que si aujourd'hui il rendait les enseignants, demain il rendrait ceux qui savaient écouter l'eau. Elle ajouta que les gens en bas ne s'arrêtaient pas lorsqu'ils obtenaient ce qu'ils avaient demandé. Ils commençaient simplement
à demander autre chose. Le soir, le garçon de garde est revenu. Il a dit qu'ils avaient trouvé un foyer vide près du ravin. Il a dit qu'il y avait des traces de pas d'enfants et d'adultes à proximité. Il a dit que les traces menaient plus loin vers les sapins et le lit de la rivière. Il a dit que ceux d'en bas confondaient déjà les pistes. Mara expira lentement. Elle comprit que ce n'était pas encore fini pour aujourd'hui. Dans la nuit, le messager revint avec un mot. Il ne contenait que 2 mots, vent d'est. Cela suffit à Mara. Elle dit qu'il devait maintenant préparer une issue de secours pour ceux qui restaient. Elle demanda au vieux maçon de lui donner 2 hommes et une petite houe. Elle les conduisit à l'endroit où Béraud avait fixé la corde la veille. Elle dit que chaque chemin devait avoir un 2e angle. Le 3e jour, après la descente vers la forteresse, un homme avec un accent du Nord et vêtu d'un chaud manteau-tente arriva. Son visage était caché sous une capuche. Il demanda à rencontrer celui qui distribuait les repas. C'était Mara. Il dit qu'il avait entendu le nom de Rémi en bas. Il a dit qu'il avait autrefois un frère qui était parti à la guerre et n'était jamais revenu. Il a dit que son frère lui avait écrit qu'il avait rencontré une femme du Sud, qui lui avait appris à tenir une aiguille plus fermement qu'une épée. Il a dit qu'il avait trouvé la tombe de son frère 1 an auparavant et qu'il avait compris, d'après les traces, qu'il était mort par le feu et non par l'épée. Il a dit qu'il voulait maintenant faire quelque chose qui rendrait justice à son frère. Il a retiré sa capuche. Mara a vu les yeux de Rémi, mais en plus jeune. L'homme a dit qu'il s'appelait Adalric et qu'il avait un laissez-passer pour les personnes qui devaient sortir du camp la nuit, comme si elles transportaient des outils. Mara comprit que la dette n'était pas celle d'une seule personne, ni même de 2, mais de tout un cercle. Elle dit qu'elle avait besoin d'un laissez-passer pour une personne qui ne devait pas porter de feu. Elle pensa à la femme qui était venue soi-disant avec du sel, au pas d'enfant près du ravin, à la corde sur la pierre, aux feuilles sous les vêtements. Elle comprit que le réseau que les femmes entretenaient était plus solide qu'une cotte de mailles. Le soir même, dans la forteresse, quelqu'un a bandé la blessure d'un homme qui avait toujours pensé que les femmes n'avaient pas leur place près du mur. Il a fait semblant de ne pas remarquer qui tenait le bandage. Mais ensuite, il apporta un morceau de la meilleure viande à l'âtre de Mara. Il essaya de le poser en silence, mais sa main trembla. Mara ne dit rien. Elle se contenta de découper la viande en tranches régulières, comme elle l'avait appris à tout le monde. À la nuit tombée, un cygne est venu de Yassabo. Elle a fait passer, par l'intermédiaire d'un garçon du village voisin, un petit sac rempli de cailloux. C'était le signe qu'elle était arrivée. Il manquait 2 cailloux dans le sac. Mara a compris que 2 enfants avaient déjà commencé à apprendre à compter là où ils s'étaient arrêtés. Elle a compris que le trésor fonctionnait déjà sans elle. Le matin apporta le froid et le bruit dans la forteresse. En bas, on commença à déplacer le bois. Des hommes vêtus de capes noires tiraient des fagots qui serviraient à faire des feux étrangers.
À l'intérieur de la forteresse, il devint soudain très clair ce qui allait se passer. Certains ont commencé à rassembler leurs affaires. D'autres ont cessé de parler. Mara s'est rendue dans la pièce avec la fenêtre où travaillait Rémi. Elle a trouvé son couteau, son aiguille, son bol pour l'eau chaude. Elle a soigneusement disposé le tout sur la table. Elle s'est dit que c'était aussi un trésor, mais qu'il resterait ici, car quelqu'un devait terminer ce qui avait été commencé. À midi, une nouvelle est arrivée. Un homme avec un seau est arrivé au camp en contrebas. Il a apporté une liste. Il a dit qu'il donnerait les noms de ceux qui étaient attendus sur la place. Il a dit qu'en échange de ces noms, tous les autres pourraient partir sans être poursuivis. Les gens dans la forteresse ont écouté le récit en silence. Certains regardaient le sol. D'autres regardaient le ciel. Mara pensa que les listes avaient toujours la même odeur d'encre et de peur. Elle alla voir Adalric. Elle lui dit qu'elle avait un nom pour le laisser passer. Elle donna le nom d'une femme qui, toute sa vie, avait été la dernière à porter l'eau et la dernière à prendre le pain. C'était une femme simple qui vivait dans la cour inférieure. Elle marchait sans bruit et raccommodait les manches des adolescents. Personne ne la remarquait. Elle s'appelait Elna. Elle souffrait depuis longtemps d'une maladie au cœur, mais chaque jour, elle venait au puits et aidait ceux qui étaient plus faibles. Mara dit que Elna ne devait pas aller vers le feu. Adalric acquiesça. Il prit note sur un petit parchemin. Il dit que pendant la nuit, il y aurait quelqu'un près de la tente nord qui détournerait le regard dans la bonne direction. Il ajouta que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Le soir, Mara rencontra les femmes qui savaient parler aux enfants et les hommes qui savaient se taire. Elle dit que la nuit était le moment où l'on choisissait ce qui était le plus important. Un mot sur la liste ou une main près du puits. Elle a ajouté que ceux qui partiraient continueraient à suivre des règles simples. Faire bouillir de l'eau, partager le pain, ne pas crier dès la première minute. Elle a répété que le trésor était une façon de vivre. Ils se sont séparés, gardant à l'esprit des étapes simples mais solides. À la fin de la nuit, une autre ligne est apparue. Le vieux maçon, à qui Mara avait demandé de l'aider au passage, a dit qu'il avait trouvé la pierre tombée. Derrière elle, il y avait une étroite pénombre. Il a dit que là, en passant de côté, on pouvait sortir sur un rebord d'où l'on voyait le chemin lointain. Mara a demandé combien de personnes pourraient passer. Le maçon a écarté les mains. Il a dit qu'il ne savait pas. Il a ajouté qu'autrefois, ce passage avait été fermé, parce que des chèvres y tombaient souvent. Mara a décidé qu'aujourd'hui, ce serait plus facile pour les chèvres que pour les humains, et qu'il y avait des risques partout. Pendant qu'il préparait la sortie pour Elna, Rémi est arrivé. Il était couvert de poussière et avait les jointures des doigts abîmées. Il a dit que Yassabo, Béraud et lui avaient atteint le premier village, où ils avaient été hébergés chez un meunier dont la femme avait donné naissance à des jumeaux la veille. Il a ajouté que Yassabo avait laissé là-bas
2 cailloux et une plume pour écrire, et qu'elle avait appris à la femme à faire bouillir des couteaux. Il a dit que Béraud était resté dans la grange du charpentier, car il y avait vu une roue et qu'il ne voulait plus en bouger. Il a dit qu'il avait dû revenir parce que des gens qui se souvenaient de son visage étaient apparus dans le camp en contrebas. Il a ajouté qu'au nord, les yeux d'un homme vêtu de noir lui avaient semblé familiers et qu'aujourd'hui, il avait vu les mêmes yeux. Marat lui a demandé pourquoi il était revenu. Remy a répondu que le devoir le conduisait là où il pouvait encore être utile. Marat comprit qu'il y avait trop de coïncidences dans cette histoire pour que ce soit un hasard. Elle dit prudemment que si l'on commençait à citer des noms aujourd'hui, elle serait plus tranquille si celui qui savait tenir fermement le bâton se tenait près du feu. Remy comprit ce qu'elle voulait dire. Il dit qu'il était prêt à se tenir près du feu si cela pouvait empêcher les autres de paniquer. Il ajouta qu'il ne voulait pas regarder le feu, mais qu'il pouvait se tenir à côté. Les premières flammes furent allumées le lendemain matin. Elles furent soigneusement préparées. Les hommes en cape noire faisaient tout méthodiquement. La liste fut lue calmement. On entendait les mots habituels sur la loi et l'ordre. Quelqu'un dit qu'il valait mieux obéir. Quelqu'un d'autre a répondu qu'il valait mieux ne pas trahir. Marat se tenait dans un coin de la cour et comptait ses pas dans sa tête. Elle tenait dans sa poche une petite aiguille en os. L'aiguille était pointue. Elle rappelait que chaque chose se fait avec les mains. Quand ils arrivèrent au milieu de la liste, un homme au visage rond et à la démarche hésitante apparut. C'était le scribe du quartier général en bas. Il s'arrêta devant la porte et demanda de l'eau. On lui en donna. Il se mit à boire avidement, l'eau coulant sur son menton. Il a soudainement déclaré qu'il venait d'un endroit où l'on aime parler de devoir et d'honneur, mais où l'on aime surtout baisser les yeux à la fin. Il a dit qu'on lui avait donné une nouvelle liste la veille. Il a dit que sur la liste figurait le nom d'une femme du Sud qu'il avait vue il y a de nombreuses années. Il a dit que cette femme lui avait donné du pain alors qu'il n'avait ni un sou ni un mot, et qu'il s'était alors promis que s'il la rencontrait, il ferait au moins un pas en arrière. Il a dit qu'il ne savait pas si elle était encore en vie. Il a demandé à Marat un morceau de charbon et une feuille. Marat les lui a donnés. Le scribe se mit rapidement à écrire, puis murmura que 2 personnes en bas étaient prêtes à intervertir les noms à 3 endroits si on leur faisait signe. Il ajouta que c'était tout ce qu'il pouvait faire, car il ne savait rien faire d'autre que des lettres. Marat acquiesça. Elle dit que parfois, les lettres étaient comme une corde que l'on pouvait lancer en bas. Le soir, la confusion autour des noms commença. Quelqu'un remarqua qu'un nom était répété 2 fois. Quelqu'un d'autre dit qu'il manquait un homme sur la liste, alors qu'il se trouvait bel et bien dans la forteresse. Les hommes en cape noire se mirent à chuchoter. Ils commencèrent à recompter. Marat comprit qu'ils avaient un court moment de répit. Elle envoya Elna vers la tente nord avec le laissez-passer d'Adalric. Elna se tenait droite, même si elle respirait difficilement.
En bas, un homme armé d'une lance l'arrêta. Il regarda le laissez-passer. Il dit que tout était en ordre. Il s'écarta. Elna passa. Ses mains tremblaient, mais elle marchait d'un pas assuré. Pendant ce temps, près du deuxième passage, le vieux maçon guida 3 autres personnes. Ils marchaient de côté, les épaules frottant contre le mur. L'un des hommes se mit à pleurer de douleur. Le maçon lui dit qu'il pouvait pleurer, mais discrètement. Ils arrivèrent à un rebord et aperçurent un sentier au loin. L'ombre de la nuit s'y étendait déjà. Ils s'y engagèrent comme s'ils suivaient un fil. Pendant tout ce temps, Mara marchait parmi les gens, comme pour relier les différentes extrémités. Elle vérifiait où chacun était allongé, ce que chacun tenait, où chacun regardait. Elle vit Rémi debout près du feu, les mains devant lui, afin que quelqu'un d'autre puisse cacher son visage derrière son épaule. Elle remarqua que les gens près de lui respiraient plus calmement. Elle se souvint de ce qu'il avait dit à propos du cercle du devoir. Elle pensa que le cercle n'était pas seulement un retour, mais aussi un lien qui maintenait. Dans la seconde moitié de la nuit, un messager venu du village du meunier arriva à la forteresse. Il transmit un bref message. La femme du Sud, celle-là même qui avait autrefois sauvé Rémi dans le Nord, était la mère de Yassabo. Il dit que cela avait été découvert grâce à une note cachée dans un vieux sac de lavande. Il y avait un signe que Yassabo portait à la ceinture et des mots disant que la fille devait garder le secret. Car le monde prend aux femmes non seulement le pain, mais aussi la capacité de rendre le monde plus calme. Mara s'assit sur une pierre. Elle regarda longuement ses paumes. Elle comprit que cette parenté cachée, que beaucoup considéraient comme une coïncidence, suivait en réalité depuis longtemps son cours. La vie avait lié les gens de telle sorte que le devoir revenait à la maison. Elle comprit que Rémi, sauvé par une femme du Sud, sauvait maintenant sa fille et sa cause. C'était un nœud qui n'avait pas été inventé pour la beauté, mais qui était né de simples étapes. Au matin, la liste fut à nouveau brandie. Les hommes en imperméable noir étaient fatigués. Ils ont commencé à faire des erreurs. Ils ont répété le nom d'un homme qui était déjà parti depuis le 2e tour. Ils n'ont pas remarqué que la place d'Elna près du puits était vide. Ils n'ont pas vu 2 adolescents se glisser vers le passage, le plus éloigné à l'ombre d'un vieux tilleul. Ils étaient occupés par le feu et l'ordre. Lorsque le feu a atteint la première liasse plus haut que d'habitude, un gémissement a parcouru la forteresse. Mais ensuite, l'air est devenu plus clair. Les gens ont soudainement commencé à se déplacer à une autre vitesse. Ils ont compris que la faim pouvait venir non seulement du feu, mais aussi de ce qui allait suivre. Mara rassembla les herbes restantes et les répartit en 3 tas. Elle dit qu'un tas resterait ici jusqu'à la fin. Le 2e partirait avec ceux qui emprunteraient le passage en pierre. Et le 3e deviendrait de la fumée pour dissimuler les mouvements des autres. Elle les a répartis de manière à ce que chaque tas contienne des herbes contre la chaleur, des herbes pour les blessures,
et des herbes apaisantes. Elle a pensé que l'équilibre pouvait également être réparti en tas. À midi, un nouveau danger est apparu, aussi simple qu'une chose banale. Un chariot chargé de paille, qui devait apporter de la litière pour l'écurie, est arrivé à la forteresse. Le chariot a été fouillé comme s'il s'agissait d'un contrôle habituel. Soudain, un léger bruit métallique s'est fait entendre dans la paille. À l'intérieur, on a trouvé un petit crochet avec une chaîne. À côté se trouvait un petit marteau en fer. C'étaient des outils pour forcer la porte. Mara comprit qu'en bas, ils avaient décidé d'ouvrir de force l'un des passages latéraux. Elle dit qu'il fallait enlever tout ce qui brillait et éteindre le feu près du passage qu'ils avaient préparé eux-mêmes afin de ne pas attirer l'attention. Elle comprit que la simple paille était devenue l'arme d'une main étrangère. Un détail banal s'était transformé en menace. C'était un nouvel épisode où la cour tranquille se transformait en un chemin semé d'embûches. Ils ont démonté la charrette, transporté la paille dans une grange éloignée et caché le crochet dans le puits en y attachant une corde pour pouvoir le récupérer plus tard. Ils ont fait comme si de rien n'était. Vers le soir, tout faillit échouer à cause d'un détail insignifiant. Le garçon qui apportait l'eau fit tomber l'un des cailloux de Yasabo que Mara gardait précieusement comme un talisman. Le caillou roula et heurta le fer. Il produisit un son semblable à celui d'une clochette. L'homme en noir tourna la tête. Il fit un pas. Mais Adalric s'est approché de lui et a commencé à parler des livraisons. Il s'est mis à compter les sacs à voix haute en montrant les différentes rangées avec un parchemin. Il a détourné l'attention juste assez longtemps pour que le caillou soit ramassé et caché. Mara s'est dit plus tard que parfois, la vie dépendait des discours creux des autres sur les réserves et les routes. À la tombée de la nuit, il devint clair que le feu serait plus intense le lendemain. La liste raccourcie. Ceux qui restaient commencèrent à se dire au revoir en silence. Mara fit le tour de la cour, toucha les épaules de ceux qui dormaient, remit en place les bandages de ceux qui gémissaient, plaça des nœuds de tissu serrés sous leur tête pour ne pas leur casser le cou. Elle disposa sur la table les aiguilles de remis, les couteaux, les bandes de tissu propre. Elle s'assit et respira calmement. Elle attendait un signe. Ce signe arriva de manière étonnamment simple. Le vieux maçon leva le doigt. Il dit qu'un nouveau bruit était apparu dans le mur. Il dit que les étrangers avaient commencé à gratter la pierre au mauvais endroit. Il dit qu'ils allaient perdre du temps. Mara comprit qu'ils avaient encore une nuit devant eux. Cette nuit-là, elle a réuni ceux qui étaient restés jusqu'à la fin. Elle a dit que chacun avait le choix, un choix que ni la liste ni le feu ne pouvaient lui enlever. Elle a dit qu'il était possible de rester ici et de garder son calme jusqu'à la fin. Elle a dit qu'il était possible de partir par le passage en pierre et de continuer à transmettre la simple science du lavage et du silence. Elle a ajouté qu'il était possible d'aller au camp en contrebas, de dire que tout cela était une erreur et de commencer une nouvelle vie. Elle n'a condamné aucun choix.
Elle a dit qu'il était plus important que le choix soit fait en toute connaissance de cause. Les gens étaient assis et écoutaient. Ils ne criaient pas. Ils ne se disputaient pas. Ils réfléchissaient. À ce moment-là, Yasabo était déjà arrivée au deuxième village. Elle y trouva une femme qui avait perdu son enfant l'hiver dernier et lui apprit à faire bouillir l'eau avant de la donner à boire et à aérer la maison chaque matin. La femme écoutait et pleurait doucement. Yasabo nota au bord du parchemin que ce village avait besoin d'une cruche en argile et d'un linge propre. Elle demanda que cela soit transmis à la forteresse si quelqu'un y retournait. La note fut apportée à la forteresse par un berger qui vendait du fromage et n'aimait pas regarder les gens dans les yeux. Il la remit à Mara et lui dit que la jeune fille avait demandé d'ajouter que les cailloux étaient à nouveau tous à leur place. Mara sourit brièvement. Elle posa la note à côté des aiguilles. Le dernier jour, celui que beaucoup considéraient comme un bon à rien et un étranger dans la cour, Béraud, est arrivé. Il est revenu de la cour du charpentier, où il avait appris à tourner la roue. Il a apporté avec lui un petit treuil, fabriqué non plus à partir de bâtons tordus, mais à partir de bois droit. Il dit qu'elle servirait pour le deuxième passage, où il fallait tirer ceux qui avaient des difficultés. Il montra comment fixer l'axe, comment enrouler la corde, comment l'empêcher de glisser. Les hommes regardaient en silence. L'un d'eux dit que le garçon avait fait plus aujourd'hui qu'une dizaine d'adultes. Personne ne riait plus. Béraud se plaça à côté de Mara, à l'entrée du passage, et commença à tirer. Un homme lourd passa. Une femme souffrant d'une maladie du sein passa. Un vieil homme qui toussait est passé. Le treuil fonctionnait comme s'il avait toujours été là. Mara comprit que le garçon sous-estimé était devenu celui sur qui reposait la sortie. Elle pensa qu'aujourd'hui, il y avait moins d'erreurs habituelles dans cette forteresse. Le soir venu, il devint clair qu'il ne fallait plus tarder à choisir. Adalric vint et dit que demain matin, il y aurait une ronde et que s'il voyait le puits vide, il commencerait à fouiller. Il dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il ajouta que si quelqu'un d'autre passait pendant la nuit, il fallait aller doucement et rapidement. Il a dit qu'il ne pourrait plus faire de signe. Mara l'a remercié. Elle a dit que le devoir était bien fait. Rémi s'est approché et a dit qu'il était prêt à descendre pour faire diversion. Il a dit qu'il irait chez le scribe et dirait qu'un des malades avait de la fièvre et qu'il fallait envoyer un médecin. Il a dit que si on le reconnaissait, il ferait du bruit ailleurs pour gagner quelques minutes. Mara le regarda et pensa qu'il ne reviendrait peut-être pas. Elle ne lui demanda pas de rester. Elle savait que les gens font leur propre choix, sinon ceux-ci ne tiennent pas. La nuit, le treuil grinça une dernière fois. Pour la dernière fois, la corde brûla les paumes. Le dernier homme passa et disparut dans l'obscurité. Mara resta à l'entrée et recouvrit la pierre. Elle le fit comme si elle fermait les yeux d'un enfant endormi. Elle toucha le mur et se dit que la pierre conservait mieux la mémoire que le papier. Le matin, le feu est arrivé, comme promis. Il était haut et clair. Les gens se tenaient à côté et respiraient calmement.
Certains priaient à leur manière, d'autres restaient silencieux. Mara se tenait au milieu de la cour. Ses mains étaient propres. Elle tenait une petite aiguille et la posa sur la pierre. Elle le fit calmement, comme elle posait toujours les aiguilles après le travail, afin que d'autres mains puissent les prendre. Elle regarda ceux qui étaient restés et fit un signe de tête à chacun. Elle n'a pas essayé de prononcer de belles paroles. Elle savait que les mots simples avaient déjà été dits et qu'ils agissaient déjà quelque part en bas, là où les enfants tenaient dans leurs mains des cailloux lisses et comptaient jusqu'à 10 sans se tromper, là où les femmes faisaient bouillir de l'eau et séchaient des draps au vent, là où les hommes changeaient les bandages et ne tiraient pas sur les nœuds jusqu'à faire mal. Dans le camp en contrebas, le scribe trouva un moyen de retenir les liasses de combustible pendant quelques minutes. Il fit semblant d'avoir confondu les chiffres. Il dit qu'il fallait vérifier la liste. À ce moment-là, un petit groupe passa sur le sentier lointain. Un vieil homme qui toussait, une femme souffrant d'une maladie du sein, 2 adolescents et Elna, qui respiraient encore difficilement, mais se tenaient droites. Ils étaient guidés par un maçon qui savait écouter le mur. Ils étaient accompagnés d'un garçon qui était autrefois un espace vide, mais qui savait désormais où poser les pieds. Yasabo les attendait à l'ombre des sapins. Elle tenait dans ses mains des parchemins et un petit sac rempli de cailloux. Elle leva les yeux et vit que le cercle s'était refermé au bon endroit. Remy avait disparu ce jour-là. Quelqu'un avait dit l'avoir vu partir vers la rivière, suivi de 2 soldats qui voulaient l'arrêter. Quelqu'un avait dit qu'il avait sauté dans l'eau et que l'eau l'avait accueilli comme elle accueille celui qui revient toujours là où il a commencé. Personne ne savait exactement. Adalric regarda longuement l'eau et resta silencieux. Il pensait que le devoir de son frère était désormais accompli, mais qu'il n'était pas terminé, car il aiderait encore quelqu'un à passer. Le soir venu, le feu s'éteignit. La pierre resta chaude. Une petite aiguille en os était posée dessus. Elle avait été trouvée par un garçon du camp, le fils d'une femme qui venait autrefois vendre du sel. Il ramassa l'aiguille et la mit dans sa poche. Il ne savait pas pourquoi il en avait besoin. Il sentait simplement que c'était un objet qui pouvait être transmis à quelqu'un d'autre. Quelques jours et semaines plus tard, Yasabo arriva dans le 3e village. Il n'y avait pas de puits et les gens puisaient l'eau dans un ruisseau qui s'asséchait en été. Elle leur apprit à creuser un trou peu profond à proximité et à le recouvrir de pierres plates. Elle leur dit que l'eau serait ainsi plus propre. Elle rédigea une petite note expliquant comment fabriquer une simple balançoire à partir de 2 planches et d'une corde, et se souvint de Béraud. Elle sourit. Elle pensa que le garçon au treuil apprendrait peut-être un jour à d'autres à fabriquer des roues, et que cela aussi serait un trésor. Ils continuèrent leur chemin. Ils emportaient avec eux des règles simples, des herbes, qui sentaient l'amertume et l'espoir, et le souvenir des personnes qui étaient restées sur la pierre. Ils ne portaient pas d'emblème.
et ne détenaient pas de seau. Ils tenaient simplement dans leurs mains des objets qui rendaient la vie stable. Quelque part dans les montagnes, un berger a dit avoir vu un homme avec un accent du Nord passer sur le sentier pendant la nuit, et que le vent était plus calme autour de lui. Et dans une ville, un scribe a soudainement commencé à obliger ses élèves à se laver les mains avant de prendre la plume, et certains ont ri, tandis que d'autres s'en sont souvenus. Le temps s'est passé, un temps que l'on n'aime pas compter en jours, car les jours se ressemblent tous. Quelque part, des enfants ont survécu, car leur mère savait comment réchauffer l'eau et ne pas leur donner à boire dans les flaques. Quelque part, un blessé n'est pas mort, car ses amis savaient comment faire un bandage et ne pas serrer le nœud. Quelque part, un nouveau puits a permis de puiser de l'eau plus haut qu'auparavant, et personne ne se souvenait des grands projets. Les gens faisaient simplement de petites choses qui valaient plus que de grands discours. C'est ainsi que la forteresse a pris fin, mais pas le savoir. Le savoir est descendu le long de la corde que tenait le garçon, a traversé le ravin dans les bras d'une femme au sein malade, s'est caché dans le sac de pierres d'une fille qui savait écouter la respiration. Elle a traversé des gens qui étaient considérés comme vides et ceux qui semblaient étrangers. Elle n'aimait pas les grands noms. Elle aimait l'eau chaude, les mains sèches et la voix douce. Ni la liste ni le feu n'ont pu la lui enlever, car il est impossible de la faire sortir de la tête. Mara, dans ses derniers instants, restait calme. Elle savait que le choix était fait. Elle savait que ceux qui étaient partis poursuivraient ce pourquoi elle avait vécu. Elle savait que tous ceux qui avaient touché aujourd'hui l'aiguille, le couteau, l'herbe, la pierre, la roue, étaient désormais liés à d'autres mains. Ce n'était pas un cercle de fer, mais un cercle d'action. Et ce cercle était plus solide que n'importe quelle chaîne. Le soir, lorsque le vent s'est calmé, dans une maison éloignée, une femme a posé un bol en argile sur la table et a dit qu'elle avait désormais une nouvelle habitude: faire bouillir l'eau 2 fois. Elle l'a dit simplement, comme si elle parlait du temps. À côté, un enfant comptait les cailloux dans un petit sac et ne se trompait pas. L'homme sortit dans la cour, où était suspendue une fine corde avec des tissus propres. Il regarda les montagnes et pensa que là où le feu était intense, ce serait désormais plus calme. Il ne savait pas pourquoi il pensait cela. C'était simplement parce que l'air était calme ce soir-là. Et sur le vieux rocher, la neige fondait lentement sur les ombres des murs. La pierre refroidissait lentement. Mais sur une pierre, il restait une petite surface lisse laissée par l'aiguille. Personne ne l'avait remarqué. Cependant, tous ceux qui y posaient ensuite leurs mains disaient que la pierre était légèrement chaude. Les gens expliquaient cela par le soleil. Certains ajoutaient que la pierre se souvenait. Cette explication était assez simple et juste. Cette simplicité était le trésor qui avait été perdu dans la nuit.
Et c'est pourquoi, même lorsque de nouveaux hivers arrivaient et que de nouvelles personnes se disputaient à propos des mots, les villages en contrebas vivaient un peu différemment. Ils criaient moins. Ils se lavaient les mains plus souvent. Ils partageaient le pain équitablement. Ils comptaient les cailloux jusqu'à 10 et au-delà. Ils choisissaient entre la peur et l'action, et choisissaient plus souvent l'action. C'était là la justice, qu'il était impossible de retirer par une liste, et impossible de justifier par le feu. C'était la décision de personnes qui avaient fait leur choix elles-mêmes.